Bonjour à tous, l'objet de cette présentation est de rappeler les règles de bon usage de l'allopurinol qui, certes, n'ont pas changé ou ont été peu modifiées depuis plusieurs années, mais qui sont toujours à l'heure actuelle non respectées, comme on peut le voir en pratique clinique, et ce qui peut aboutir à des effets indésirables graves, comme on peut le rencontrer au cours de l'analyse de certains cas de pharmacovigilance. Cette présentation a été motivée par deux cas récents que l'on a traités au CRPV d'Amiens. Je vais vous présenter l'un d'entre eux. Il s'agit d'une femme de 78 ans chez qui a été découvert une hyperuricémie sans symptômes de maladie goûteuse, traitée par allopurinol et colchimax par son médecin traitant. 3 semaines plus tard, elle développe une lésion bulleuse de la lèvre inférieure, puis des érosions buccales. Les deux médicaments ont alors été arrêtés et la patiente a été hospitalisée quelques jours plus tard pour extension des lésions des muqueuses et pour une atteinte cutanée. Le diagnostic de syndrome de Stevens-Johnson a rapidement été retenu par les dermatologues et a été confirmé à l'histologie. Par ailleurs, la patiente a présenté dans ce contexte une insuffisance rénale aiguë. La patiente avait 35% de risque de décès selon le score pronostic de la nécrolyse épidermique toxique. Elle a été traitée par dermocorticoïdes et l'évolution a heureusement été favorable. Seul allopurinol et colchimax étaient suspects et bien évidemment, il y a eu un mésusage de l'allopurinol que je vais développer au cours de cette présentation, mais aussi de colchimax. Je rappelle que les indications de la colchicine sont les crises de gouttes, les poussées de chondrocalcinose, la péricardite, la maladie de Behçet et la fièvre méditerranéenne familiale. On peut aussi l'utiliser hors AMM dans d'autres pathologies, mais certainement pas pour une hyperuricémie asymptomatique, la colchicine n'étant pas un hypouricémiant. Par ailleurs, il faut bannir la spécialité Colchimax, qui contient un antidiarrhéique, masquant ainsi l'un des premiers signes de toxicité de la colchicine, qui, lorsqu'il apparaît, doit imposer un arrêt ou au moins une réduction de dose de colchicine. En ce qui concerne l'allopurinol, à l'heure actuelle, les seules indications de ce médicament hypouricémiant sont le traitement de fond des manifestations de la maladie goûteuse. L'allopurinol peut également être utilisé en prévention du syndrome de Lys tumorale. L'allopurinol n'est pas indiqué pour une hyperuricémie asymptomatique et fait donc l'objet d'un mésusage dans ce cas de figure. Voici les dernières recommandations de la Société française de rhumatologie concernant le traitement de fond de la maladie goûteuse. Le traitement hypouricémiant, qui ne doit pas être interrompu lorsqu'il est introduit, est indiqué dès la première crise de goutte avec une cible d'acide urique à 360 micromoles par litre ou au mieux à 300 micromoles par litre. Le choix du médicament hypouricémiant de première intention se fait en fonction du débit de filtration glomérulaire estimé. Lorsque celui-ci est supérieur à 60 ml par minute pour 1,73 m², une dose initiale d'allopurinol de 50 à 100 mg par jour peut être instaurée, puis augmentée de façon progressive par palier de 50 à 100 mg toutes les 2 à 4 semaines jusqu'à atteindre la cible. Lorsque le DFG est compris entre 30 et 60 ml par minute, l'allopurinol peut être utilisé mais avec prudence, et lorsque le DFG est inférieur à 30 ml par minute, l'allopurinol doit être évité et il faut privilégier le febuxostat. En ce qui concerne l'hyperuricémie asymptomatique, c'est-à-dire en l'absence de manifestations cliniques de maladie goûteuse, plusieurs études semblent indiquer que cette hyperuricémie est associée à un risque d'apparition ou de progression de maladie rénale chronique et à un risque cardiovasculaire. En effet, en ce qui concerne l'apparition ou la progression de la maladie rénale chronique, par exemple, dans cette étude de cohorte incluant plusieurs milliers de patients qui ont été répartis en quintiles selon leur concentration d'acide urique, on constate que le risque de survenue de maladie rénale chronique, ici défini comme un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute, était d'autant plus important que les concentrations d'acide urique étaient élevées, et ce après ajustement sur de nombreux facteurs de confusion, d'apparition ou de progression de la maladie rénale chronique. Par ailleurs, dans cette même étude, chez les patients atteints initialement de maladie rénale chronique, ceux qui avaient des concentrations élevées en acide urique avaient un risque supérieur de progression de leur maladie rénale chronique comparativement à ceux avec des concentrations normales en acide urique. Dans cette autre étude de cohorte portant sur plus de 8000 patients atteints de maladie rénale chronique et patients diabétiques, les auteurs se sont intéressés aux facteurs de risque de progression de la maladie rénale chronique vers un stade 5. Ce tableau résume les résultats de l'analyse multivariable
Et on constate donc que les concentrations d'acide urique sont un facteur de risque indépendant de progression de la maladie rénale chronique, avec un odds ratio de 1,29 pour une augmentation de 1 mg par décilitre, c'est-à-dire de 10 mg par litre d'acide urique. En revanche, dans cette autre étude contrôlée randomisée et réalisée chez plus de 800 patients suivis pendant 10 ans, les concentrations d'acide urique n'étaient pas associées à un risque d'insuffisance rénale aiguë chez des patients atteints de maladies rénales chroniques. Quoi qu'il en soit, la grande majorité des études portant sur le sujet semblent indiquer que de fortes concentrations d'acide urique sont associées à une apparition ou à une progression de la maladie rénale chronique. Il est donc légitime de penser que l'allopurinol pourrait être néphroprotecteur en diminuant les concentrations d'acide urique. C'est l'hypothèse de cet essai contrôlé randomisé réalisé chez 363 patients atteints de maladies rénales chroniques de stade 3 ou 4 qui a été publié dans le New England. Chez les patients atteints de maladies rénales chroniques et présentant un risque élevé de progression, le traitement hypouricémiant par allopurinol n'a pas ralenti le déclin du DFG par rapport au groupe placebo après 104 semaines de traitement. À ce jour, il n'y a pas de réelle preuve d'efficacité de l'allopurinol pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique ou pour prévenir son apparition. C'est ce qu'indiquent les recommandations de l'organisation KDIGO. Il n'y a donc pas de raison d'introduire de l'allopurinol hors AMM pour cette indication. En ce qui concerne le risque cardiovasculaire, les concentrations sériques élevées d'acide urique sont également associées à la survenue d'événements cardiovasculaires, résultat de nombreuses études. Par exemple, les résultats de cette étude de cohorte américaine semblent indiquer que des concentrations élevées d'acide urique sont associées à la mortalité cardiovasculaire et à la survenue des syndromes coronariens aigus, après de multiples ajustements dans différents modèles. Il est donc légitime de se demander si la diminution des concentrations d'acide urique sous l'effet de l'allopurinol est associée à une diminution de la survenue d'événements cardiovasculaires. Plusieurs études observationnelles ont montré un bénéfice de l'allopurinol en prévention secondaire cardiovasculaire, alors que d'autres non. Il existe de nombreux biais liés au design des études observationnelles, d'où la réalisation de cet essai contrôlé randomisé multicentrique en ouvert qui a été publié récemment dans le Lancet. Cette étude portait sur plus de 5700 patients qui étaient âgés de plus de 60 ans avec une cardiopathie ischémique. Ils ont été randomisés, ils ont reçu soit de l'allopurinol, soit une prise en charge standard. Étaient exclus les patients présentant une maladie goûteuse, un antécédent d'effet indésirable médicamenteux sur le plan cutané, un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute ou un cancer. Ils ont été suivis pendant environ 5 ans en moyenne. Le critère de jugement était composite, à savoir la survenue d'un infarctus du myocarde, d'un AVC ou d'un décès d'origine cardiovasculaire. À droite de la diapositive, on constate l'absence d'effet de l'allopurinol sur la survenue d'un événement cardiovasculaire comparativement au groupe placebo. Par ailleurs, à la fin de la première année de cette étude, il y avait significativement plus de réactions cutanées dans le groupe allopurinol que dans l'autre groupe. Sur la base de l'ensemble des études de la littérature, les sociétés savantes européennes de cardiologie et d'hypertension artérielle mentionnent le fait que des concentrations élevées d'acide urique exposent à un risque cardiovasculaire et recommandent le dosage de l'acide urique chez les patients hypertendus. Mais, dans ces recommandations, il n'est absolument pas spécifié l'introduction d'un traitement hypoglycémiant dans ce contexte. En conclusion, la principale indication de l'allopurinol reste à l'heure actuelle la maladie goûteuse. Même si des concentrations élevées d'acide urique sont associées à la survenue ou à la progression de la maladie rénale chronique ou à la survenue d'événements cardiovasculaires, il n'y a pas de réelle preuve d'efficacité de l'allopurinol pour la prévention de ces pathologies. Ainsi, à l'heure actuelle, le rapport bénéfice-risque de l'allopurinol pour une hyperuricémie asymptomatique n'est pas favorable.